Tout pour le mieux. Mademoiselle Silvia Acensi, qui venait à Rome pour obtenir sa mutation de l'école normale de Pérouse dans un autre siège, n'importe lequel et n'importe où, même en Sicile, même en Sardaigne, sollicita l'aide du jeune député du collège, Marco Verona, ancien disciple dévoué de son pauvre père, professeur à l'université de Pérouse, physicien illustre, mort depuis 1 an à peine à la suite d'un déplorable accident dans son cabinet de travail. Elle était certaine que Verona, quand il serait au courant des motifs pour lesquels elle désirait quitter sa ville natale, ferait peser en sa faveur la grande autorité qu'en si peu de temps il s'était acquise au Parlement. En effet, Verona l'accueillit non seulement courtoisement, mais avec une véritable bienveillance. Il daigna même lui rappeler les visites qu'il avait faites, en qualité d'étudiant, à son regretté professeur, car s'il avait bonne mémoire, elle y assistait, toute jeunette encore. Mais pas si jeunette que cela, voyons, puisqu'elle servait de secrétaire à son père. À ce souvenir, mademoiselle Acensi s'empourpra. Petite? Mais non. Elle avait rien de moins que 14 ans, alors. Et lui, monsieur le député, quel âge pouvait-il avoir? 20, 21, tout au plus. Oh, elle pourrait encore fort bien répéter mot à mot ce qu'il venait demander à son père au cours de ses visites. Verona se montra désolé de ne pas avoir continué les études pour lesquelles le professeur Acensi avait su lui inspirer une telle ferveur, en ce temps-là. Puis il exhorta la jeune fille à reprendre courage, car, au souvenir de son récent malheur, elle n'avait pu retenir ses larmes. À la fin, pour la recommander le plus efficacement possible, il tint à l'accompagner. Mais pourquoi vous déranger à ce point? Oui, à l'accompagner au ministère de l'Instruction publique. Si ce n'est que l'été, tout le monde était en vacances, cette année-là, au ministère de la Piazza della Minerva. Quant au ministre et au sous-secrétaire d'État, Marco Verona en était sûr. Mais il n'imaginait tout de même pas qu'il ne trouverait pas le chef divisionnaire ou même le chef de section. Il dut se contenter de causer avec le chevalier Lori, secrétaire de première classe, qui dirigeait à lui seul la division tout entière. Lori, employé des plus scrupuleux, était très bien vu de ses supérieurs autant que de ses subalternes. Pour son exquise cordialité et son naturel conciliant qui transparaissait dans son regard, son sourire et ses gestes. Puis pour la correction de son aspect net, soigné amoureusement. Il accueillit le député avec de nombreuses marques de respect, rouges de plaisir, non seulement parce qu'il prévoyait qu'un jour ou l'autre, ce député deviendrait son chef suprême, mais parce que, depuis des années, il était fervent admirateur de ses discours à la Chambre. Puis, se tournant vers la jeune fille et apprenant qu'elle était la fille du regretté et illustre professeur de l'université de Pérouse, Lori éprouva une seconde joie, non moins vive. Il n'avait guère plus de la trentaine, et mademoiselle Silvia Acensi avait une curieuse façon de parler. Elle semblait pousser les mots des yeux d'un vert curieux, presque phosphorescent, afin de les faire bien entrer dans l'âme de celui qui l'écoutait, et elle s'enflammait tout entière. En parlant, elle révélait un esprit lucide et précis, une âme impérieuse. Mais petit à petit, cette lucidité se troublait, et l'âme impérieuse se soumettait, vaincue, à une grâce irrésistible, affleurant sur ses traits qui s'empourpraient. Elle remarquait, non sans dépit, que peu à peu, ses paroles, son raisonnement, perdaient toute efficacité, car ceux qui l'écoutaient étaient plutôt enclins à admirer cette grâce et à s'en délecter. Alors, le visage rouge de colère, mais aussi de l'ivresse que lui causait instinctivement, et malgré elle, le triomphe de sa féminité, elle perdait le fil.
Le sourire de celui qui l'admirait se reflétait, sans qu'elle le voulût, sur ses propres lèvres. Elle hochait gentiment une tête de gamine rageuse, haussait les épaules, et coupait court à la conversation, en déclarant qu'elle ne savait pas parler, qu'elle ne savait pas s'exprimer. « Comment ça? Il me semble que vous vous exprimez fort bien, au contraire, » s'empressa de dire Martineau Lori. Et il promit au député qu'il mettrait tout en œuvre pour contenter la jeune fille, et avoir le plaisir de lui rendre service à lui-même. 2 jours après, Sylvia Aschensi retourna seule au ministère. Elle s'était aperçue sur le champ qu'elle n'avait plus besoin de recommandations auprès de Martineau Lori. Et avec la plus naïve simplicité du monde, elle alla lui dire qu'elle se sentait absolument incapable de quitter Rome, maintenant. Elle avait tourné et viré ces 3 jours-là, sans jamais se sentir lasse, et tellement admiré les villas solitaires, veillées par les cyprès, la suavité silencieuse des jardins sur l'Aventin et le Caelius, la solennité tragique des ruines et de certaines voies antiques, comme la voie appienne et la claire fraîcheur du Tibre. Bref, elle s'était éprise de Rome et aurait aimé y être affectée. Impossible? Pourquoi impossible? Ce serait, disons, difficile. Impossible, non pas. Très difficile, là. Mais avec de la bonne volonté, allons. Même comme auxiliaire dans une classe annexe. Oui. Il fallait lui rendre service. Autrement, elle viendrait si souvent le déranger. Elle ne lui laisserait plus une minute de répit. Un poste d'auxiliaire était facile, n'est-ce pas? Par conséquent, le dénouement fut tout autre. Au bout de 6 à 7 visites, un après-midi, Martineau Lori s'absenta de son bureau, s'habilla comme pour les grandes occasions, se rendit auprès de monsieur le député Verona à la Chambre des députés. Il examinait ses gants, examinait ses souliers fins, tirait sur ses manchettes du bout des doigts, nerveux, en attendant l'huissier qui devait l'introduire. À peine introduit, pour dissimuler son embarras, il se mit à dire avec chaleur au député que sa protégée demandait vraiment l'impossible. Voilà. « Ma protégée ?» interrompit le député. « Quelle protégée ?» Lori, tout en reconnaissant qu'il avait usé, malencontreusement, mais sans ombre de malice, d'un mot qui pouvait prêter à une interprétation fâcheuse, s'empressa de dire qu'il entendait parler de mademoiselle Aschensi. « Ah, mademoiselle Aschensi. Mais oui, en ce cas, c'est ma protégée, » lui répondit Verona, souriant, en augmentant par là l'embarras du pauvre Martineau Lori. « Je ne me souvenais plus que je vous l'avais recommandé, et je ne devinais pas d'abord de qui vous entendiez parler. Je vénère la mémoire de l'illustre professeur, père de la jeune fille, et mon maître, et j'aimerais que vous aussi, vous protégiez sa fille. Protégiez vraiment, et que vous la contentiez de façon ou d'autre, car elle le mérite. » Mais puisque Martineau Lori était venu précisément pour cela, l'affecter à Rome, pourtant, cela lui était impossible. S'il lui était permis, voilà, il aimerait connaître le véritable motif pour lequel la jeune fille tenait tant à quitter Pérouse. Bah, le motif, hélas, n'était pas très gai. Le professeur Aschensi avait été trompé et abandonné par sa femme, triste femme, qui s'était mise en ménage avec un autre. Les 2 faisaient la paire, et dont elle avait eu 2 ou 3 enfants. Bien entendu, Aschensi avait gardé sa fille unique, après avoir restitué à cette femme tous ses biens. Un grand homme, mais entièrement dépourvu de sens pratique, le professeur Aschensi avait mené une existence des plus tourmentées, entre la gêne et des amertumes de tout genre. Il achetait des livres, des instruments pour son cabinet, après quoi il s'étonnait de voir que ses appointements
ne suffisait pas à subvenir aux besoins d'une famille pourtant si réduite. Pour que son père ne succombe pas aux privations, Mademoiselle Aschency s'était vue dans l'obligation d'entrer aussi dans l'enseignement. La vie de cette jeune fille, jusqu'à la mort de son père, avait été un exercice ininterrompu de patience et de vertu. Mais elle était orgueilleuse, à juste titre, de la renommée de son père, qu'elle pouvait opposer, le front haut, à la honte de sa mère. Maintenant, après la mort si déplorable de son père, demeurée sans tutelle, presque pauvre et seule, elle était incapable de s'adapter à sa vie de Pérouse, où sa mère demeurait encore, riche et en butte au mépris. Martino Lori, ému par ce récit, il l'était même avant de l'entendre dans la bouche autorisée d'un député de grand avenir, lui laissa entrevoir, en prenant congé, son propos de récompenser de son mieux cette jeune fille, aussi bien de son sacrifice et des amertumes de la vie que de son merveilleux dévouement filial. C'est ainsi que mademoiselle Sylvia Aschency, qui venait à Rome pour obtenir un transfert, y trouva, au contraire, un mari. Pourtant, le mariage, au moins les 3 premières années, fut des plus malheureux, orageux. Dans la flamme des premiers jours, Martino Lori jeta, si l'on peut dire, tout son être. Sa femme, au contraire, y laissa tomber bien peu du sien. Une fois apaisée cette flamme qui fond les corps et les âmes, la femme qu'il croyait désormais tout à lui, comme il était tout à elle, surgit brusquement à ses yeux, sous un jour tout à fait différent de ce qu'il avait imaginé. En somme, Lori s'aperçut qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle s'était laissée épouser comme en un rêve curieux, dont elle se réveillait aigrie, sombre, nerveuse. Qu'avait-elle donc rêvé? Puis, avec le temps, Lori s'aperçut de bien autre chose. C'est-à-dire que non seulement elle ne l'aimait pas, mais qu'elle ne pouvait même pas l'aimer, car leur tempérament s'opposait du tout au tout. Aucune compassion réciproque n'était possible, car il s'était disposé, lui qui l'aimait, à respecter son caractère tranchant, son esprit indépendant. Elle, qui ne l'aimait pas, se montrait incapable de supporter son tempérament et ses opinions. « Quelles opinions ?» criait-elle en haussant les épaules dédaigneusement. « Tu es incapable d'avoir des opinions, mon cher. Tu n'as pas de nerfs. » Quoi de commun entre les nerfs et les opinions? Le pauvre Lori restait bouche bée. Elle le jugeait dur et froid, parce qu'il se taisait. C'était exact. Mais il se taisait pour éviter des disputes. Il se taisait parce qu'il s'enfermait dans son chagrin, déjà résigné à l'effondrement de son rêve d'avoir une compagne affectueuse et attentive, une petite maison nette, souriante de calme et d'amour. Martino Lori n'en revenait pas de la conception que sa femme se forgeait petit à petit de lui, des interprétations qu'elle donnait de ses actes, de ses propos. Certains jours, il se demandait presque s'il n'était vraiment pas l'homme qu'il s'imaginait, qu'il s'était toujours imaginé être, et s'il n'avait pas, sans s'en douter, les défauts, les vices qu'elle lui jetait à la figure. Il avait toujours eu devant lui des chemins de plain-pied, ne s'était jamais engagé dans les méandres obscurs et profonds de la vie. Ce pourquoi, peut-être, il ne savait pas se défendre de lui-même ou d'autrui. Sa femme, au contraire, avait assisté dès l'enfance à des scènes affreuses, et appris, hélas, que tout peut être vil, qu'il n'y a rien de sacré au monde,
puisque sa mère même, sa mère, grand Dieu, ah oui, pauvre Sylvia, elle était à excuser, à plaindre, même quand elle voyait le mal où il n'était pas, et, par conséquent, lorsqu'elle se montrait injuste à son égard. Mais plus il cherchait, dans la bonté conciliante, à se rapprocher d'elle pour lui inspirer une plus grande confiance en la vie, lui inspirer des jugements plus équitables, plus elle s'aigrissait et se révoltait. Mon Dieu, sinon de l'amour, elle aurait pu lui montrer un peu de reconnaissance. Lui qui, à la fin des fins, lui avait redonné un foyer, une famille, en la soustrayant à une vie errante et semée d'embûches. Non, pas même cette reconnaissance-là. Elle était orgueilleuse, sûre d'elle, de pouvoir et de savoir se suffire à elle-même, par son travail. Et au cours de ses 3 premières années de ménage, elle le menaça 6 ou 7 fois de reprendre l'enseignement et de le quitter. Un jour, à la fin, elle mit cette menace à exécution. En rentrant du bureau, Laurie ne trouva pas sa femme. Le matin, il avait encore eu une discussion plus aigre que d'habitude, à la suite d'un léger reproche qu'il avait osé lui faire. Mais depuis 1 mois environ, l'orage qui avait éclaté ce matin-là s'amoncelait. Pendant le mois entier, elle s'était montrée très étrange, d'humeur farouche. Elle avait même témoigné d'une répugnance acerbe pour sa personne. Sans motif, comme de coutume. Dans la lettre qu'elle lui laissait, elle lui annonçait sa décision irrémédiable de rompre pour toujours, et de tout faire pour obtenir de nouveau un poste d'institutrice. Enfin, pour qu'il ne se perde pas en d'inutiles transes, ou ne fasse pas de recherches tapageuses, elle indiquait l'hôtel où elle logeait provisoirement. Mais qu'il ne vienne pas la chercher, c'était tout à fait inutile. Laurie resta un moment plongée dans ses réflexions, cette lettre à la main, perplexe. Il avait trop souffert, et injustement. Être délivré de cette femme serait certes un soulagement, mais aussi une indicible douleur. Il l'aimait. Par conséquent, un soulagement momentané, puis une grande peine et un grand vide toute la vie. Il savait, il sentait bien qu'il ne pourrait plus aimer aucune autre femme. Jamais. En outre, l'esclandre qu'il ne méritait guère. Lui, si correct en tout. Le voilà séparé de sa femme, en butte à la malignité des gens qui pourraient supposer qu'il avait qui sait quel tort, alors que Dieu était témoin de sa longanimité, de la condescendance dont il avait fait preuve ces 3 dernières années. Que faire? Il se détermina à ne pas bouger, ce soir-là. La nuit porterait conseil à Sylvia et l'amènerait au repentir, peut-être. Le lendemain, il n'alla pas au bureau et attendit chez lui toute la matinée. L'après-midi, il se disposait à sortir sans avoir pris aucun parti, quand une invitation du député Verona lui parvint de la Chambre des députés. On était en pleine crise ministérielle, et depuis plusieurs jours, au ministère de la Minerva, on tenait Marco Verona pour un secrétaire d'État possible. Quelques-uns même comme ministre. Parmi tant de projets, l'idée lui était venue d'aller demander conseil à Verona. Il s'en était abstenu, imaginant au milieu de quelles intrigues il devait se débattre, ces jours-là. De toute évidence, Sylvia n'avait pas eu cette réserve, et sachant qu'il allait bientôt se trouver à la tête de l'instruction publique, elle était probablement allée le trouver pour se faire admettre à nouveau dans les cadres de l'enseignement. Martino Lori se rembrunit, en songeant que Verona, se prévalant de sa prochaine autorité de supérieur, tenait à lui intimer de ne pas contrecarrer les désirs de sa femme dans les bureaux du ministère. Tout au contraire, Marco Verona l'accueillit à la chambre avec une grande bienveillance. Il se montra extrêmement vexé d'avoir été pris,
comme il disait, au piège. Ministre? Non, heureusement. Sous-secrétaire. Il ne tenait nullement à assumer la moindre responsabilité, vu la situation politique du moment. La discipline du parti l'y avait contraint. Or, il souhaitait avoir au moins dans son cabinet un collaborateur honnête, à toute épreuve, et très au courant. Et il avait immédiatement pensé à lui, au chevalier Lori. Acceptait-il? Pâle d'émotion, les oreilles en feu, Lori ne savait comment le remercier de l'honneur qu'il lui faisait, de la confiance qu'il lui témoignait. Cependant, en se confondant en remerciements, il avait dans les yeux une question anxieuse, et laissait apercevoir dans son regard qu'en vérité il s'attendait à d'autres propos. Mais Verona, ou plutôt son Excellence, ne désirait-elle donc rien d'autre de lui? Celui-ci sourit en se levant, et lui posa légèrement une main sur l'épaule. Et oui, il désirait autre chose de lui, de la patience et le pardon pour madame Sylvia. Simples enfantillages, voyons. Elle est venue me voir et m'a exposé ses fiers projets, dit-il toujours souriant. Je lui ai parlé longuement, et mais oui, inutile que vous vous disculpiez. Je sais bien que tous les torts sont du côté de votre femme, et je le lui ai dit franchement. Vous savez, je l'ai même fait pleurer. Oui, car je lui ai parlé de son père, de tout ce que son père avait souffert, après cet affreux désordre familial, et d'autres choses aussi je lui ai parlé. Partez tranquille, Lori. Vous retrouverez votre femme chez vous. Excellence, je ne sais comment vous remercier, essaya de dire Lori, ému, en s'inclinant. Mais Verona l'interrompit immédiatement. Ne me remerciez pas, et surtout ne m'appelez pas Excellence. Et en prenant congé de lui, il l'assura que madame Sylvia, femme de caractère, tiendrait les promesses qu'elle lui avait faites, que non seulement les scènes désagréables ne se renouvelleraient plus, mais qu'elle lui prouverait par tous les moyens son repentir de l'amertume qu'elle lui avait injustement causée jusqu'alors. Et il en fut vraiment ainsi. Le soir de la réconciliation fut pour Martino Lori une date inoubliable. Inoubliable pour beaucoup de raisons qu'il saisit, ou plutôt qu'il pressentit, à la façon dont elle s'abandonna dans ses bras dès le premier regard. Que de larmes! Mais quelle joie il but dans ces larmes de repentir et d'amour! Ce fut alors qu'il célébra ses véritables noces. À partir de ce jour-là, il eut la compagne rêvée, et un autre de ses rêves secrets plus ardents se réalisa ce premier jour de retrouvailles. Quand Martino Lori n'eut plus aucun doute sur l'état de sa femme, et quand elle mit au monde une petite fille, à voir de quelle gratitude, de quel dévouement pour lui et de quel sacrifice pour la petite la maternité rendait cette femme capable, il comprit et s'expliqua tant d'autres choses. Elle voulait être mère. Sans doute ne comprenait-elle ni ne s'expliquait-elle pas elle-même ce besoin secret de son tempérament. C'est pourquoi elle était si étrange auparavant, et la vie lui semblait si stupide et si vide. Elle voulait être mère. Le bonheur de ce rêve finalement réalisé ne fut troublé que par la chute soudaine du ministère dont faisait partie Verona, et, un peu dans l'ombre, Martino Lori, son secrétaire particulier. Lori se montra sans doute plus indigné que Verona lui-même de l'agressivité virulente des oppositions coalisées pour renverser presque sans motif ce ministère. Quant à Verona, il déclara qu'il en avait par-dessus la tête de la vie politique, qu'il désirait s'en retirer pour reprendre avec plus de résultats et plus de satisfaction ses études interrompues. En effet, aux nouvelles élections, il parvint à avoir raison des pressions insistantes de ses électeurs et ne se présenta pas. Il s'était pris d'ardeur pour un grand ouvrage scientifique que le professeur Achensi avait laissé inachevé.
Si sa fille, Madame Laurie, lui faisait honneur de le lui confier, il tâcherait de poursuivre les expériences de son maître et de terminer cet ouvrage. Sylvia en fut enchantée. Au cours de cette année de collaboration dévouée et fervente, des liens étroits d'amitié s'étaient noués entre son mari et Verona. Néanmoins, Verona avait beau ne jamais faire sentir le poids de son grade et sa dignité, le traiter avec la plus grande cordialité et la plus grande familiarité, jusqu'à le tutoyer et se faire tutoyer. Laurie se montrait toujours timide et un peu gauche, ne cessait de voir dans l'ami le supérieur. Ce qui vexait Verona, et souvent il se moquait de lui. Laurie riait, certes, de ses boutades, mais non sans une certaine peine, car il remarquait chez son ami une sorte d'amertume plus âcre de jour en jour. Il en attribuait la cause à sa rupture dédaigneuse avec la vie politique et les batailles parlementaires. Laurie en parlait à sa femme et lui conseillait de profiter de l'ascendant qu'elle semblait avoir sur lui pour l'induire, pour le pousser à s'y replonger. « Bien sûr, comme s'il allait m'écouter, » répondait Sylvia. « Quand il a dit non, c'est non, tu le sais. Du reste, je n'ai pas cette impression. Il travaille d'arrache-pied, avec une telle passion. » Martino Laurie haussait les épaules. « Tu as peut-être raison. » Cependant, il lui semblait que Verona retrouvait la sérénité d'autrefois, quand ils s'amusaient avec leur petite Ginetta, qui poussait à vue d'œil, espiègle et gaillarde. Verona avait vraiment pour cette petite des tendresses qui touchaient Laurie aux larmes. Il lui disait de bien faire attention, parce qu'un jour ou l'autre, il la lui enlèverait. Pour de bon, il ne plaisantait pas. Et Ginetta ne se le ferait pas dire 2 fois. Elle abandonnerait papa, maman, n'est-ce pas? Même sa maman, pour s'en aller avec lui. Ginetta faisait oui de la tête. La vilaine, à cause des cadeaux, hein? Des cadeaux qu'il lui apportait à la moindre occasion. Et quels cadeaux? Laurie et sa femme en souffraient même quelquefois, et celle-ci ne pouvait pas s'en montrer froissée. Froissement d'orgueil? Non. Ils étaient trop fréquents et trop chers, ces cadeaux, et elle ne le voulait pas. Pourtant, Verona se plaisait à voir Ginetta leur faire fête, hausser les épaules, blessée par leurs regrets et leurs protestations, et en arrivait à leur imposer, non sans rudesse, de se tenir tranquille et de laisser la fillette s'épanouir dans le bonheur. Sylvia commença peu à peu à dire qu'elle avait assez de ces façons de Verona, et quand son mari, pour l'excuser, remettait sur le tapis que cet éloignement de la vie politique était un grand dommage pour leur ami, elle répondait que ce n'était pas une raison pour venir épancher chez eux sa mauvaise humeur. Laurie aurait aimé faire remarquer à sa femme qu'à la fin du compte, Verona épanchait cette mauvaise humeur en faisant le bonheur de leur petite fille. Mais il se taisait pour ne pas troubler l'union qui s'était établie entre eux, depuis le premier jour de leur réconciliation. Ce qu'il avait trouvé d'hostile en elle, les premières années, devenait du mérite, maintenant, et de la vertu à ses yeux. Il se sentait comblé et soutenu par son esprit, sa fermeté, son énergie qui n'était plus tournée contre lui. Et la vie lui semblait si remplie, si solidement établie avec cette femme à ses côtés, tout à lui, tout à son foyer et à sa fillette. Oui, du fond du cœur, il jugeait précieuse cette amitié de Verona, et il aurait aimé que l'impression de sa femme, selon laquelle cette affection exagérée pour Ginetta devenait importune et fastidieuse, ne s'ancrât pas dans son esprit. D'autre part, si cette affection par trop envahissante devait troubler la paix du ménage, son harmonie avec sa femme... Mais comment le faire entendre à Verona, qui refusait de s'apercevoir de la froideur avec laquelle Sylvia l'accueillait à présent? Avec les années, Ginetta commença à montrer une vive passion pour la musique,
et Vérona de venir 2 ou 3 fois par semaine chercher la jeune fille en voiture pour l'emmener au concert. Et souvent, pendant la saison d'opéra, il complotait avec elle et lui montait la tête, pour qu'elle force son papa et sa maman, par ses petites mots, à l'accompagner au théâtre dans la loge qu'il avait retenue pour elle. Laurie, embarrassé, ennuyé, souriait. Il était incapable de dire non pour ne pas mécontenter son ami et sa fille. Mais, grand Dieu, Vérona aurait dû comprendre qu'il ne pouvait pas le faire aussi souvent. Les frais ne consistaient pas simplement dans la loge et la voiture. Sylvia était obligée de s'habiller. Elle ne pouvait pas faire piètre figure. Certes, il était déjà chef divisionnaire et avait des appointements convenables, mais certainement pas d'argent à jeter par les fenêtres. La passion de Vérona pour cette petite était telle qu'il ne s'avisait nullement de tout cela, pas plus que du sacrifice que faisait Sylvia, certains soirs, en restant seule à la maison, sous prétexte qu'elle ne se sentait pas très bien. Pourquoi ne resta-t-elle pas toujours chez elle? Un soir, elle rentra du théâtre en proie à des frissons incessants. Le lendemain, elle toussait, prise d'une fièvre violente. Et 5 jours après, elle mourait. Cette mort, dans sa violence foudroyante, laissa Martino Lori plus effondré que plongé dans la peine. Le soir venu, Vérona, comme choquée par cet effondrement gros d'angoisse, par ce sombre chagrin qui risquait de se dissoudre dans l'abrutissement, le mit à la porte de la chambre mortuaire, le força à se rendre auprès de sa fille, l'assurant qu'il resterait là, à veiller toute la nuit. Laurie se laissa renvoyer, mais ensuite, au cœur de la nuit, silencieux comme une ombre, il réapparut dans la chambre mortuaire et trouva Vérona la tête enfouie au bord du lit, sur lequel reposait, raide et livide, le cadavre. Tout d'abord, il eut l'impression que Vérona, vaincue par le sommeil, avait courbé la tête malgré lui. Puis, en observant mieux, il s'aperçut qu'il était tout entier secoué par intervalles de sanglots étouffés. Alors, les pleurs qui n'avaient pas encore pu jaillir de son cœur l'assaillirent lui aussi farouchement, en voyant pleurer son ami. Mais celui-ci, d'un bond, s'élança contre lui, frémissant, défiguré. Et comme Laurie, dans une agitation convulsive, lui tendait les bras pour l'enlacer, il le repoussa. Le repoussa avec une dureté féroce, avec rage. Il devait se sentir en grande partie responsable de ce malheur, puisque c'était lui, il y avait 5 jours à peine, qui avait forcé Sylvia à aller au théâtre. Et à cette heure, Laurie sentait le courage lui manquer, à voir son ami souffrir de cette façon. C'est ce que pensa Laurie, pour s'expliquer ce mouvement violent. Il songea que la douleur agit différemment sur les esprits. Elle atterre les uns, rend les autres furieux. Ni les visites sans fin de ses subalternes, qu'il aimait comme un père,
ni les exhortations de Verona, qui lui montrait sa fille éperdue de chagrin et consternée par l'attitude de son père, ne purent le tirer de cette espèce d'anéantissement où il était tombé, comme si le sombre mystère glacé de cette mort soudaine l'environnait, en raréfiant la vie autour de lui. Il lui semblait tout voir différemment, à présent que les bruits lui arrivaient comme de loin, que les voix, fussent-elles les plus familières, celles de son ami, celles de sa fille, avaient un son dont il ne s'était jamais avisé. Petit à petit, une sorte de curiosité nouvelle commença à surgir de cet effarement, mais sans passion, pour le monde qui l'entourait, qui ne lui était jamais apparu et qu'il n'avait connu ainsi. Était-il possible que Marco Verona ait été celui qu'il voyait à présent? Sa personne même, son air, son visage, lui paraissaient tout autres. Et sa fille? Quoi? Avait-elle déjà tellement grandi? Ou bien une autre Ginetta, si grande, mince, un peu froide, surtout avec lui, avait-elle jailli de son malheur, brusquement? Oui, dans les traits, elle ressemblait à sa mère, mais sans cette grâce qui, dans sa jeunesse, éclairait et réchauffait la beauté de Silvia. C'est pourquoi, si souvent, Ginetta ne semblait même pas jolie. Elle avait le caractère impérieux de sa mère, mais sans les élans sincères de celle-ci, sans sursaut. À présent, Verona venait chez Lori aisément, avec moins de gêne, presque tous les jours. Il restait souvent à déjeuner ou à dîner. Il avait enfin terminé l'œuvre scientifique considérable, conçue et entamée par Bernardino Accensi, et il s'employait à la faire publier dans une magnifique édition. De nombreux journaux l'annonçaient déjà, et les premières revues, non seulement italiennes mais étrangères, avaient même entrepris d'en discuter vivement les conclusions les plus importantes, laissant ainsi prévoir la renommée qui couronnerait cet ouvrage. Après la publication, le talent avec lequel Verona l'avait mené à bien, les déductions hardies tout à fait neuves qu'il avait tirées de la première idée, furent universellement jugées au niveau du talent de Bernardino Accensi. La gloire rejaillit sur ce dernier, mais plus encore sur Verona. De toutes parts, ce fut une pluie de félicitations et de distinctions. Parmi celles-ci, sa nomination au Sénat. Il n'avait pas désiré la recevoir aussitôt après sa sortie du monde parlementaire. Il l'accueillit de bon gré, alors, puisqu'elle ne lui parvenait pas par le truchement de la politique. Ces jours-là, Martino Lori, en songeant à la joie de sa Silvia, qui aurait exulté à l'idée de voir son père ainsi glorifié, prolongea sensiblement les visites qu'il avait pris l'habitude de rendre chaque soir à la tombe de sa femme, en sortant du ministère. Il y allait même l'hiver, par les plus gros temps, s'occuper des plantes, renouveler la mèche de la veilleuse, et il parlait tout bas à la morte. La vue quotidienne du cimetière et les réflexions qu'elle lui causait lui imprégnaient de plus en plus les traits d'une morne pâleur. Sa fille et Verona l'avaient cherché à le détourner de cette habitude. Tout d'abord, il avait menti comme un enfant pris en faute. Puis, forcé d'avouer, il avait haussé les épaules avec un sourire blême. « Ça ne me fait pas de mal. C'est même un soutien, » avait-il dit. « Laissez-moi. » Aussi bien, en rentrant chez lui directement du bureau, qui aurait-il trouvé? Verona venait chercher Ginetta tous les jours. Il ne s'en plaignait pas, non. Il était même reconnaissant à son ami des distractions qu'il offrait à sa fille. La sorte de dureté qu'il avait entrevue dans ses manières, en certaines circonstances, quelques autres travers de caractère, ne pouvaient pas diminuer son admiration, et moins encore sa gratitude, son dévouement envers cet homme, à qui l'élévation d'esprit, la renommée, les charges et la fortune n'interdisaient pas d'accorder une amitié si intime, plus que fraternelle,
à un pauvre homme de son genre, qui, à part les qualités de cœur, ne se reconnaissait aucune autre vertu, aucun mérite qui fût digne de lui. Il observait avec plaisir qu'il ne se trompait pas quand il disait à sa femme que l'affection de Verona serait une chance pour leur Ginetta. Il en eut plus encore la preuve le jour de ses 18 ans. Comme il aurait aimé que sa Silvia fût présente ce soir-là, après la fête d'anniversaire. Verona, venue exprès sans cadeau pour Ginetta, grave et émue, lui annonça, dès que celle-ci alla se coucher, qu'un de ses jeunes amis, le marquis Flavio Gualdi, lui demandait par son intermédiaire la main de sa fille. Sur le moment, Martino Lori resta abasourdi. Le marquis Gualdi, un noble, très riche, la main de Ginetta, en allant avec Verona dans les concerts, les conférences, en promenade, Ginetta, certes, avait pu côtoyer un monde qu'elle n'aurait jamais pu approcher de par sa naissance, ni de par sa condition sociale. Elle y avait éveillé des sympathies. Mais lui... Tu connais ma situation, dit-il à son ami, presque éperdu de joie, bien que peiné. Je ne voudrais pas que le marquis Gualdi... Verona l'interrompit. Gualdi sait ce qu'il doit savoir. Je comprends. Mais l'écart est tel que je ne voudrais pas qu'il a beau être bien disposé, qu'il ne parvienne pas à imaginer... Verona, agacée, l'interrompit de nouveau. Il me semblait oiseux de te le dire, mais puisque, je te demande pardon, tu me tiens des propos tellement sots, je te dirai, pour te tranquilliser, que comme je suis ton ami depuis tant d'années, et je le sais, Ginetta a grandi plutôt avec moi qu'avec toi, peut-on dire. Oui, oui. Oh, tu ne vas pas te mettre à pleurer. Je ne voudrais tout de même pas avoir été l'intermédiaire de ce mariage en pure perte. Allons, en voilà assez. Je m'en vais. Tu en parleras demain à Ginetta. Tu verras que tu n'auras aucun mal. Alors, elle s'y attend ? Demanda Lori, souriant, à travers ses larmes. Tu n'as donc pas remarqué qu'elle ne s'est pas étonnée de me voir arriver ce soir, les mains vides ? Et ce disant, Marco Verona rit gaiement, comme Lori ne l'avait pas entendu rire depuis de bien longues années. Une impression curieuse, de glace, au début. Mais Martino Lori n'y aurait pas prêté attention, car, de même que tant d'autres choses s'étaient expliquées dans sa vie, il restait persuadé dans sa bonté naïve que celle-ci s'expliquait par l'écart de situation qu'il avait prévu, et un peu par le caractère, l'éducation, l'air même de son gendre. Il n'était plus très jeune, le marquis Gualdi, encore blond, d'un blond accusé, mais déjà chauve. Brillant et rosé comme un personnage de porcelaine émaillée. Il parlait bas avec un accent plutôt français que piémontais. Tout bas, affectant une bienveillance condescendante qui contrastait étrangement pourtant avec le regard glacial des yeux d'un bleu de verre. Lori s'était senti sinon vraiment repoussé par ses yeux, du moins tenu à distance, et il avait même eu l'impression d'y percevoir comme une commisération légèrement mêlée d'ironie pour lui, pour ses manières trop simples d'abord, trop circonspectes maintenant, peut-être. Et il se serait expliqué les façons toutes différentes de Gualdi quand il s'agissait de Verona et de Ginetta. Bien que, tout de même, on aurait dit qu'il tenait sa future femme plutôt de son ami que de lui-même, qui était le père pourtant. À vrai dire, il en était ainsi, mais Verona... Voilà, c'était Verona que Lori ne s'expliquait plus. Comme il restait seul chez lui, puisqu'il n'allait plus au bureau, ayant pris sa retraite pour faire plaisir à son gendre, Verona n'aurait-il pas dû lui prodiguer plus attentivement encore l'amitié fraternelle dont il l'avait toujours honoré depuis de si longues années.
Verona allait tous les jours voir Ginetta à la Villa Gualdi. Mais chez lui, plus une seule fois depuis le mariage. Pas une seule fois. S'était-il lassé de le voir toujours s'y renfermer dans son vieux chagrin? Et, comme il avait vieilli lui aussi, préférait-il aller là où l'on était plus gai? Où Ginetta, grâce à ses bons offices, semblait heureuse? Oui, cela se pouvait. Mais lorsqu'il allait voir sa fille et qu'il trouvait Verona à table avec elle et son gendre, comme s'il était de la maison, pourquoi l'accueillait-on presque avec dépit, si froidement? Sans doute que cette impression de glace provenait-elle de l'endroit, de cette vaste salle à manger, étincelante de miroirs, splendidement meublée. Mais quoi? Non et non. Verona s'était éloignée de lui, un point c'est tout. Sa façon d'être avait changé. Il lui serrait à peine la main, le regardait à peine, et continuait de causer avec Gualdi, comme si personne n'était entré. Un peu plus, il l'aurait laissé debout, devant la table. Seule, Ginetta lui adressait quelques mots de temps à autre, à la cantonade, pour qu'on ne puisse pas dire que l'on ne s'occupait pas de lui. Le cœur étreint d'une angoisse inexplicable, confondu et humilié, Martino Lori s'en allait. Son gendre ne lui devait-il donc ni respect, ni égard? Toutes les invitations, toutes les réceptions pour Verona, parce que riche et illustre, puisqu'il devait en être ainsi, s'ils continuaient tous les trois à l'accueillir ainsi chaque soir, comme un importun, un intrus, il n'y retournerait plus. Non, non, fichtre, il n'y retournerait plus. On verrait bien alors ce que feraient ces gens-là, tous les trois. Eh bien, 2 jours passèrent. Il en passa 4 ou 5. Une semaine entière s'écoula. Ni Verona, ni le gendre, ni même Ginetta, personne, pas même un domestique, ne vint s'inquiéter de son sort, si par hasard il était malade. Les yeux vides de regard, arpentant sa chambre, Lori se grattait sans arrêt le front de ses doigts inquiets, comme pour réveiller sa pensée de la torpeur mêlée d'angoisse dans laquelle elle était tombée. Ne sachant plus qu'imaginer, il retournait au passé, l'esprit égaré. Tout à coup, sans savoir pourquoi, sa pensée s'accrocha à un souvenir lointain, au plus triste souvenir de sa vie. Dans cette nuit funeste, 4 cierges brûlaient, et Marco Verona, la tête enfouie au bord du lit sur lequel reposait Silvia morte, pleurait. À l'improviste, ce fut comme si dans son âme abîmée dans le noir, ces cierges funèbres zébraient de lueurs livides son esprit, projetaient sur sa vie entière une lumière sinistre, depuis le premier jour où Silvia s'était présentée à ses yeux, accompagnée de Marco Verona. Ses jambes se dérobèrent. La pièce tourna autour de lui. Il se cacha la figure dans les mains, et avec un haut-le-corps, « Est-ce possible? Possible !» Il leva les yeux sur le portrait de sa femme, d'abord effrayé par ce qui se passait en lui. Puis il assaillit le portrait du regard, les poings serrés, les traits contractés par la haine, le dégoût, l'horreur. « Toi! Toi !» Plus que les autres, c'était elle qui l'avait trompé, peut-être parce que son repentir, après, avait été sincère. Verona, non. Verona, non. Il venait chez lui en maître, et, bien sûr, peut-être soupçonnait-il que lui-même savait et faisait semblant de ne s'apercevoir de rien, par vil intérêt. À cette idée odieuse, ses doigts se crispèrent, ses reins se brisèrent. Il se leva d'un bond, mais un nouveau vertige le saisit. La colère, la douleur, se fondirent en des larmes convulsives, impétueuses. À la fin, il se reprit,
épuisé et comme vidé. Il avait mis plus de 20 ans à comprendre, et il n'aurait jamais compris si par leur froideur, leur négligence dédaigneuse, ils ne le lui avaient pas montré et exprimé presque carrément. Que faire? Après 30 ans. Maintenant que tout était fini, de cette façon, depuis pas mal de temps, en silence, proprement, comme il en va entre gens bien élevés, entre gens qui connaissent leurs usages. Ne lui avait-il pas laissé entendre courtoisement qu'il n'avait plus désormais de rôle à jouer? Il avait joué le rôle de mari, puis celui de père. C'en était assez. On n'avait plus besoin de lui, puisqu'ils s'entendaient si bien, tous trois. La moins vile, la moins perfide, était peut-être celle qui s'était repentie après la faute et était morte. Et Martino Lori, ce soir-là comme tous les soirs, selon son ancienne habitude, se retrouva sur le chemin du cimetière. Il s'arrêta, sombre et perplexe, se demandant s'il continuerait ou retournerait sur ses pas. Il songea aux fleurs autour de la tombe, dont il s'occupait avec amour depuis tant d'années. Là, sous peu, il reposerait. Là, à côté d'elle? Ah, non, pas ça maintenant. Pourtant, comme elle avait pleuré, cette femme, en revenant à lui, de quelle façon elle l'avait entouré, après. Oui, elle s'était repentie. À elle, oui, à elle seulement, il pouvait peut-être pardonner. Et Martino Lori reprit la route du cimetière. Il avait quelque chose de neuf à dire à la morte. Ce soir-là.